Global Africa et Fréquence Protestante pour cette interview politique spéciale européenne. Je reçois aujourd'hui pour vous et chez vous le vice-président du Sénat et candidat sur la liste gauche républicaine et socialiste menée par Léon Desfontaines. Pierre Ouzoulias, bonjour. Bonjour. Merci bonjour à vous. d'avoir cette notre invitation. Je suis en compagnie de Lou Marguerite, que vous connaissez, journaliste chez Fréquence Protestante. Pierre Ouzoulias, c'est quoi l'Europe pour vous? Je trouve que c'est une belle idée. Mais je parle au passé. C'est une belle idée parce qu'elle a été complètement dévoyée, notamment par des politiques économiques d'inspiration néolibérale, ce qui fait qu'on n'a pas conçu un espace pour les citoyens, un espace politique, mais on a construit un espace économique. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un rejet massif de la population par rapport à cette vision d'un marché qui pourrait réguler l'organisation des nations. Par le passé, donc vous avez un candidat très jeune pour le futur. Et donc, sur quelle Europe vous faites campagne? Pour l'Europe des droits. C'est-à-dire une Europe qui pourrait donner les mêmes droits aux individus, que vous soyez en France, en Pologne ou en Hongrie. Vous voyez très bien à quoi je veux faire allusion. On nous dit que l'Europe, c'est des valeurs, mais il y a parmi ces pays européens des nations, j'ai cité la Hongrie, qui ne respectent pas du tout ces valeurs, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie, la liberté des journalistes, la liberté pour les universitaires, etc. Donc il y a un problème. Et donc, moi, l'Europe que je souhaiterais, c'est une Europe qui donne les mêmes droits à tous les citoyens européens, quel que soit leur pays. Face aux défis que connaît le monde, le retour de la guerre, le réchauffement climatique, faut-il aller vers plus d'Europe aujourd'hui? Il faut aller vers plus de coopération internationale. En Europe, mais aussi dans le monde. On ne résoudra pas les conflits majeurs que sont celui de l'Ukraine, celui du Proche-Orient et le réchauffement climatique s'il n'y a pas une nouvelle démocratie internationale qui permette à tous les peuples de s'entendre. L'Europe, par rapport à ce que nous vivons en matière de réchauffement climatique, c'est déjà une échelle qui est insuffisante. On pourrait être extrêmement rigoureux sur les restrictions d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Malheureusement, ça ne sauverait pas la planète. Donc il faut une vision globale dans la totalité du monde. Et aujourd'hui, on en est très loin. Et l'extrême droite, elle est en progression dans les sondages à quelques jours du scrutin. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire une coalition avec les partis de gauche, comme lors des élections législatives? C'est une élection au scrutin proportionnel. Donc c'est une élection qui permet mathématiquement l'expression des différences. Moi, je suis très attaché, en effet, à l'union de la gauche face aux extrêmes droites. Mais après, il faut que les différentes sensibilités de la gauche s'expriment. Léon Desfontaines n'a pas tout à fait la même vision de l'Europe que celle de Glucksmann ou on avait compris, hein. Aubry, etc. Oui, ça sent. Donc je pense que c'est important qu'il y ait de la diversité. Ce qui serait épouvantable, c'est le parti unique. Un seul parti, c'est une catastrophe, parce que ça gomme ce qui fait justement l'intérêt de la gauche, c'est-à-dire une saine émulation et la confrontation d'opinions différentes. C'est ça qui enrichit le débat. Comment comptez-vous convaincre à 5 jours des élections? On voit que Jordan Bardella est quasiment en tête avec plus de 30%. Est-ce que la partie n'est pas finie, terminée déjà? Là, aujourd'hui, les sondages donnent la liste de Léon Desfontaines autour de 3%. Oui, très loin des 5%. Voilà. Pas très loin. On est. C'est souvent 2-3%. Je crois qu'il faudrait que les téléspectateurs comprennent que si ils donnent 5% Léon Desfontaines, ça fait 5 élus. Et ça fait 5 élus de plus pour la gauche. Donc c'est pas un petit enjeu, je pense que c'est important et notre voix mérite d'être entendue en Europe parce que, encore une fois, elle est un peu particulière. Parlons des jeunes et de l'abstention. Effectivement, selon le sondage IFOP, publié le 23 avril par Le Figaro, le taux d'abstention semble s'élever pour les élections européennes à 76% chez les 18-24 ans. Quel est votre ressenti face à cette étude? C'est tout simplement que pour les jeunes, l'Europe, ça ne dit plus rien. Pour les générations, celles de mes parents qui sont sortis de la guerre, il y avait la construction d'un espace de paix.
hein, et ça, pendant très longtemps, ça a porté le projet européen. Aujourd'hui, pour les jeunes, ça ne dit plus rien. Et on voit très bien que ce n'est pas l'Europe qui nous a protégés de l'invasion russe, malheureusement. Donc il faut tout reconstruire, il faut reconstruire un nouveau projet européen qui parle aux jeunes. Et encore une fois, je pense qu'un projet axé sur l'environnement, bien évidemment, mais aussi l'éducation, les droits des femmes, je crois que ça serait de nature à les mobiliser davantage. D'accord. Parlons d'Ukraine. Selon le journal Le Monde, Emmanuel Macron envisage d'envoyer des instructeurs français et européens dans le cadre d'une coalition à Kiev dans les prochains jours. Est-ce que vous saluez cette décision? Sur le conflit ukrainien, il faut être extrêmement clair et extrêmement net. C'est un conflit qui est né de la volonté de l'impérialisme russe. La Russie tente de reconstituer à ses marges ce qui a été jadis les républiques satellites de l'Union soviétique. Voilà. Donc il faut dénoncer ça de façon absolue, ferme, sans aucune transition. Il faut respecter le droit international. Et les frontières de l'Ukraine, c'est des frontières qui doivent être protégées par le droit international. Quand on a dit ça, ensuite il faut donner à l'Ukraine les moyens de se défendre. Bien sûr, pour résister à l'invasion, tout en faisant extrêmement attention de ne pas enclencher une dynamique qui deviendrait complètement incontrôlable et qui ferait que la France pourrait devenir l'un des protagonistes de ce conflit. Donc l'envoi d'instructeurs français... Il y a une ligne de crête qui est très difficile. C'est la ligne rouge qui est franchie là. Il faut faire extrêmement attention, il faut être extrêmement prudent. Est-ce que vous craignez le pire? Est-ce que vous craignez un embrasement, une troisième guerre mondiale où ça relève de l'utopie, tout ça? Malheureusement, la condition humaine est telle que le pire est toujours possible. Est toujours possible. Et dans l'Europe, malheureusement, au XXe siècle, l'abominable XXe siècle, on l'a connu à plusieurs reprises. Donc il faut être d'une extrême prudence, bien évidemment. Et vous souhaitez soutenir l'Ukraine sans l'intégrer au 27 de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que au Sénat, je suis président du groupe d'amitié France-Albanie. Les Albanais, ça fait 20 ans. Qui est candidat à l'Union européenne. Tout à fait, et candidat à l'Union européenne. L'Albanie, ça fait 20 ans qu'il frappe à la porte, comme tous les pays des Balkans. Les Albanais me disent que pour eux, ça serait insupportable, avec tous les efforts qu'ils ont faits, que l'Ukraine leur passe devant, alors qu'en matière de droit, de respect de l'indépendance de la justice, ils sont très en deçà de ce qu'on a demandé, notamment à l'Albanie, qui a réalisé les réformes souhaitées par l'Union européenne. Donc, soit on intègre 12-13 pays, soit aucun. Mais il faut qu'il y ait une politique. Après, je pense qu'on peut parfaitement concevoir un système où l'Europe resterait comme elle est aujourd'hui, l'Europe des 27, et il pourrait y avoir des accords d'association avec l'Ukraine comme Israël. Exactement. Et puis avec les pays balkaniques. Je pense que c'est fondamental de les réintégrer dans la sphère européenne. Le président Sarkozy, dans une interview au Figaro, a parlé de 3 Europes, l'Europe des frontières, l'Europe du marché. Est-ce que vous partagez un peu sa vision? Est-ce que l'Europe doit se reconstituer un peu dans ces visions-là? Mais là, il manque une Europe, c'est celle des droits. Voilà. Moi, je rêve d'une citoyenneté européenne qui donnerait l'égalité des droits à tous les citoyens européens. C'est-à-dire que vous soyez en Hongrie, en Pologne, le Conseil de l'Europe en France, qui existe aussi pour défendre les droits. Oui, pour défendre les droits. Mais, avec la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Je pense notamment aux femmes. Les femmes n'ont pas les mêmes droits partout. Et on peut parler de l'avortement. Oui. On voit bien. Là, il y a eu des régressions. La proposition d'inscrire l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux portée par la majorité présidentielle, c'est fort. C'est une mesure que vous soutiendrez Tout à fait. éventuellement. Ça, c'est un geste fort. Ça, c'est important. Il y a une autre crise aussi qui vient percuter cette campagne électorale, c'est la situation à Gaza. Et souhaitez-vous que la France reconnaisse à son tour l'État de Palestine? Je pense que c'est une nécessité absolue aujourd'hui, non pas comme une fin en soi, mais comme la façon de marquer la première étape d'une construction diplomatique avec Israël et la Palestine qui puisse aboutir à la coexistence des deux États. Ce que je constate, c'est que ça soit du côté israélien, du côté palestinien, aujourd'hui, ce qu'on voit au chapitre, c'est les plus extrémistes.
donc le gouvernement Hamas, d'extrême droite de Netanyahou et le Hamas. Et il y a eu une forme de course à l'abîme. Chacun renforçant l'autre. Et on sent bien que du point de vue du gouvernement Netanyahou et du point de vue du Hamas, il n'y a pas de volonté du tout d'une solution diplomatique. Donc pour sortir de ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait une pression de la diplomatie internationale, et je pense que la reconnaissance de l'État de Palestine peut contribuer à ce genre de choses. Le chef de l'État a appelé d'abord l'autorité palestinienne à se reformer avant de reconnaître la Palestine, et surtout à ne pas procéder à une reconnaissance dans l'émotion. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'émotions actuellement dans la sphère diplomatique sur ce sujet? C'est un sujet qui nous déchire depuis la fondation d'Israël. C'est un problème pendant qui n'a jamais été traité sérieusement, qui touche à ce qu'on a plus cher, parce que l'Orient, la Palestine, Israël, dans notre imaginaire collectif occidental, c'est pas n'importe quoi, c'est Jérusalem, la ville des trois religions. Donc bien évidemment, il y a une émotion intense par rapport à ce qui se passe à Gaza. Je pense que on ne peut pas demander à l'autorité palestinienne de se réformer si on ne lui donne pas une perspective politique et diplomatique. Donc la reconnaissance, ça serait plutôt le préalable. On vous donne vos reconnaissances, mais dites-nous ce que vous voulez faire dans votre État palestinien. Et personnellement, moi qui considère que la laïcité, c'est la seule façon de construire des démocraties respectueuses de la diversité ethnique et religieuse, il faudrait que les deux États, l'État de Palestine et l'État d'Israël, soient tous les deux laïques. Ce qui permettrait en Israël de donner... C'est difficile d'un point de vue historique. Oui, c'est un point de vue historique. Ce qui permettrait en Israël de donner de nouveaux droits aux Arabes israéliens, et pourquoi pas en Palestine, des droits aux colons qui ne voudraient pas la quitter. Compliquer les choses, hein, Lou. Et la France, mais aussi l'Europe, est-ce que selon vous, elle devrait accueillir les Palestiniens qui vivent une crise de la même manière que les Ukrainiens ont été Mais bien sûr, accueillis? bien sûr. Moi, je travaille beaucoup avec l'Arménie, et on a oublié qu'il y a eu en Arménie, dans la République d'Artsakh, le Haut-Karabakh, 120 000 Arméniens qui ont dû faire leur bagage en 48 heures, chassés par les Azerbaïdjans. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés en France, bien évidemment qu'il faut les accueillir, parce qu'ils sont dans des situations morales et matérielles catastrophiques. Le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien et aussi certains dirigeants du Hamas. Est-ce que vous pensez que cette mesure était nécessaire? Est-ce que le Premier ministre israélien doit comparaître devant la justice internationale? Je respecte les juges, où qu'ils soient, partout. Les juges français, les juges de la Cour administrative, du Conseil constitutionnel et de la Cour pénale internationale. Parce que c'est les derniers éléments qui nous restent justement pour mettre en place une démocratie internationale. Donc il faut respecter le jugement des juges partout. Parlons écologie à présent. Dans votre programme, vous renouvelez votre soutien au nucléaire, mais vous abordez peu l'investissement dans les énergies renouvelables. Est-ce que vous croyez à un mix énergétique? Bien sûr, il faut un mix. Il faut un mix. Alors après, on parlait plus de nucléaire que combien de pourcents? C'est 50-50, quelque chose. Je dis ça à la louche. Mais bien sûr, il faut un mix. Mais il faut d'abord consolider le statut des barrages, qui n'est toujours pas réglé. Ça fait 10 ans que la question est pendante, et ça fait 10 ans que, sous prétexte d'une législation européenne, il faudrait mettre les barrages dans le marché et faire un appel d'offres pour savoir qui pourrait être le concessionnaire. Donc il y a déjà ça à consolider. Et après, dans un mix énergétique, le nucléaire a toute sa place parce que c'est quand même une énergie décarbonée. L'écologie en Europe, c'est le Green Deal, le pacte vert voté au Parlement européen. Est-ce que vous pensez que ce texte-là est nécessaire pour l'Europe dans sa lutte contre le réchauffement climatique? Il faut donner des perspectives et il faut surtout donner des dates pour permettre aux industriels de s'organiser. Et par exemple, renoncer à une date qui imposerait aux constructeurs automobiles de ne plus construire de véhicules à moteur à explosion, c'est une catastrophe. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne permet pas aux industriels d'investir dans des modes de locomotion qui soient autres. Donc bien évidemment, il faut de la planification. Voilà. Mais l'Europe a beaucoup de difficultés avec la planification parce qu'on revient au début de l'entretien, elle fonctionne sur la loi du marché.
Voilà. Parlant de marché, il y a aussi les accords de libre-échange. Et vous, au Sénat, vous avez rejeté Exactement. le CETA, l'accord de Tout à libre-échange fait. Canada et Union Tout à européenne. fait. On considérait que c'était dans un cadre électoraliste à l'approche des européennes. Pas seulement. Vous confirmez, c'était un peu de la tactique politique de votre part. Non, pas seulement. Alors d'abord, sur le CETA, donc c'est un accord qui a été négocié pendant 10 ans dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret. Les États n'ont pas été informés, du moins la représentation nationale, les citoyens n'en parlons pas. Et quand on dit, mais ça serait bien qu'à un moment donné le Parlement valide, etc., on nous explique que c'est électoraliste, etc. Moi, ce que j'ai vu dans l'hémicycle, c'est l'alliance d'une gauche, voilà, qui souhaitait rétablir sa souveraineté et qui a trouvé des renforts à droite. À droite. Parce qu'à droite, il reste encore des gens qui, quelque part, pensent... Qui voulaient faire mal au gouvernement, certainement. Non, mais qui pensent aussi à ce que De Gaulle disait de la souveraineté. Voilà, ils ont défendu avec nous notre souveraineté. Et alors moi, comme communiste, ça ne me pose pas de problème, puisqu'en 1945, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. La souveraineté nationale, la souveraineté de la France. Donc, ça ne me pose aucun problème d'avoir mêlé mes voix à celles des Républicains. Au contraire. Vous soutenez le Made in Europe et proposez que les institutions privilégient l'achat des produits et services européens à hauteur d'au moins 30%. Comment garantir la stabilité du pouvoir d'achat avec une telle politique ? Eh bien justement, on redonne du salaire. Il y a des régions entières, le nord de la France, le Massif central d'où je suis originaire, où vous avez des friches industrielles partout. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'emploi et on a laissé partir tous nos fleurons de l'industrie à l'étranger. Je remarque qu'en ce moment, l'Allemagne est victime du même phénomène. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle était épargnée, mais là, il y a des entreprises qui quittent l'Allemagne pour la Pologne. Donc faire revenir ces industries en France, c'est redonner de l'emploi industriel. C'est tout à fait fondamental. Il faut refaire travailler. Vous avez dans le nord des villages dans lesquels il y a des générations qui connaissent le chômage depuis 3 générations. Ça fait 3 générations qui n'ont pas de boulot. C'est insupportable. Et c'est ça qui fait les scores de l'extrême droite. Parce qu'ils ont l'impression d'un immense déclassement. Donc il faut leur redonner leur fierté par l'emploi et l'emploi industriel. Est-ce qu'il faut aller vers un ISF européen ? Ah oui, on peut rêver ça. Alors là, on est dans une utopie absolue. Ce qui serait déjà bien, c'est qu'un certain nombre d'États européens respectent les lois européennes pour éviter la fuite des capitaux. Je pense au Luxembourg, par exemple, mais à l'Irlande, qui est pas beaucoup mieux. Donc, si déjà on pouvait éviter que les États se fassent entre eux-mêmes une concurrence fiscale effrénée, ça serait une très bonne chose. L'immigration aussi est un sujet au cœur de cette campagne. Est-ce que vous pensez que l'Europe est submergée aujourd'hui ? Moi, ce que je vois dans l'Europe, et quand je dis ça, bien évidemment, je ne suis pas du tout entendu, c'est une crise démographique sans précédent. L'Italie perd 60 000 habitants par an. L'Allemagne est dans une situation catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie des entreprises quittent l'Allemagne, c'est qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Et la situation française, qui a longtemps été particulière, l'est de moins en moins. Donc l'Europe aura à se poser à un moment donné le problème démographique et il faudra qu'elle trouve des bras à l'extérieur parce qu'elle ne les a plus. Donc il faut accueillir encore plus de personnes. Donc il faudra réfléchir à une nouvelle politique d'immigration qui soit fondée sur l'intégration. C'est-à-dire quand on fait venir des gens, on les accueille de façon décente, en mettant à leur disposition des logements, des soins, de l'éducation, ce qu'on fait pas aujourd'hui. Donc il ne peut pas y avoir d'immigration sans intégration. Justement, à droite, ils disent qu'il n'y a pas de capacité à accueillir tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous contestez ce discours-là ? On va se replier sur nous-mêmes et on va disparaître. Quand notre moyenne d'âge sera comparable à celle de pays comme le Japon et qu'il y aura une majorité de la population qui sera retraitée, comment on fera fonctionner le système ? Il faut éviter les dogmes sur l'immigration et regarder la réalité en face. Toutes les nations européennes sont des pays qui sont en train de vieillir. Et un jour ou l'autre, elles auront besoin d'aller chercher à l'extérieur des personnes pour redynamiser leur système. Julia, c'est comment l'Europe doit organiser désormais ses relations avec l'Afrique ? Ça, c'est une question fondamentale. Et on l'a tellement mal fait qu'on a laissé la place à la Russie. Je ne suis pas sûr que ça soit mieux. Quand la Russie remplace la France, notamment dans les pays de l'Afrique du Nord, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse mieux. Eh bien, la première chose, c'est d'abandonner notre morgue colonialiste.
Hein. Je trouve ça fondamental. Donc considérer que les États africains, ce sont des partenaires et pas des États immatures que la grande France viendrait aider dans la voie du développement. Donc établir des rapports de parité, où il y a des échanges, hein, et où on donne de la valeur à notre partenaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour ça, il y a toute une attitude à changer. C'est un gros travail, surtout un travail de mentalité. Revenons à l'actualité française. La note de la France a été dégradée par l'agence de notation Standard & Poor's, elle est passée de AA à AA-. Est-ce que vous appelez le ministre de l'économie à démissionner aujourd'hui? Moi, la seule note qui m'intéresse, c'est celle des andouillettes, c'est le 5A, parce que c'est les meilleurs. Le reste n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. Ce que font les agences de notation, ça concerne elles-mêmes. Par le passé, elles se sont déjà trompées à plusieurs reprises. Et la France, de toute façon, c'est un pays qui d'autres, regardez les États-Unis, qui roule sa dette, voilà, et qui trouve toujours... Donc il n'y a pas de problème budgétaire aujourd'hui? Non. Le gouvernement fait... Si, il y a un problème budgétaire. Ben il y a un problème budgétaire, mais qui ne se limite pas à la dette. Hein. Il y a un problème budgétaire parce que vous avez, comme moi, un compte en banque. Et puis, quand vous dépensez, mais que vous diminuez vos recettes, à un moment donné, ça bloque. Voilà. Et ça fait 6 ans que ce gouvernement diminue ses recettes, notamment ce qu'il prend aux entreprises. Donc, il y a un moment donné... Mais comment trouver des économies? Quelles sont vos propositions? Moi, je dirais comment trouver des recettes. Vous voyez, on n'a pas la même vision. Moi, je pense qu'on est à un niveau de service public qui est déjà très faible par rapport à la demande de la population. C'est le vrai à l'hôpital, c'est le vrai encore plus à l'école. On ne peut pas continuer à baisser les dépenses de services publics, donc il faut trouver des recettes. Ah. Donc il faut aller chercher l'argent là où il est, et dans les grandes fortunes, dans ce que touchent les actionnaires, dans la façon dont les entreprises s'organisent. Ils s'organisent pour ne plus payer d'impôts. Les grandes entreprises en France, elles payent moins d'impôts que vous et moi. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut de la justice fiscale. Le test sur la fin de vie est arrivé à l'Assemblée nationale, et bientôt vous le recevrez au Sénat. Dans quel état d'esprit vous l'abordez personnellement? Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que c'est un texte qui touche à ce que nous avons de plus intime, notre vie et la façon dont on souhaite qu'elle se finisse, parce qu'elle se finira. Et bon, comme tout le monde, moi j'ai des expériences personnelles, et à plusieurs reprises j'ai vu des personnes qui avaient eu une vie qu'ils estimaient digne. Et ils considéraient que la souffrance qu'ils allaient subir, la dégradation de leur situation psychologique et physique était pour eux insupportable. Et ils préféraient partir plus vite que d'attendre cette fin qui ne correspondait pas à ce qu'ils imaginaient de leur vie. Donc là, il y a un problème de conscience. Cette loi, c'est une loi laïque. Et ça, je crois que ça n'a pas été suffisamment dit. C'est-à-dire une loi qui place la conscience du patient au centre de tout le dispositif. Il faut légiférer pour le patient, pour sa conscience, et pour respecter ce qu'il souhaite, bien évidemment en donnant des cadres qui évitent toutes les dérives. Belle transition, vous êtes un spécialiste sur le sujet. Quel regard portez-vous sur la laïcité avec le retour de discours très conservateurs ces derniers jours? Il y a la montée d'un ordre moral très à droite, qui a beaucoup de moyens. C'est les médias Bolloré, je simplifie. Vous n'en faites pas partie. Je confirme. Vous en y êtes perçu. C'est très risqué. C'est très risqué parce qu'on voit très bien que cette vision extrêmement rétrograde de la société s'exprime sur tous les sujets. Les droits des femmes, l'avortement, la fin de vie, la bioéthique, etc. Je suis assez inquiet et je dis aux jeunes, ce que vos parents ou grands-parents ont gagné, il faut le défendre. Il faut le défendre parce que ça peut disparaître. Parce que l'avortement maintenant est constitutionnalisé, mais il y a d'autres choses auxquelles vous tenez qui peuvent disparaître. Donc là, il faudra se battre. Vous m'avez dit que vous êtes très attaché à l'union de la gauche. Est-ce qu'en 2027, vous partirez seul ou avec vos alliés, vos ex-alliés de la NUPES? Aucune idée. Aucune idée. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Par ailleurs, je suis intimement persuadé que ce n'est pas l'élection présidentielle qui doit régler l'organisation de la gauche.
Considérer que l'élection présidentielle, que les scores que font chaque candidat de gauche à l'élection présidentielle règle ensuite la totalité des choses pour 5 ans, c'est vraiment une aberration, parce que à gauche, il y en a beaucoup qui réclament la 6e République. Une 6e République dans laquelle le Parlement a beaucoup plus de poids que le président. Donc il faudrait mettre en œuvre quand même cette volonté. Et avant 2027, rendez-vous déjà le 9 juin. On espère que M. Desfontaines fera les 5%. Oui. Oui, moi aussi. Alors moi, je suis sur la liste, je suis 73, donc... déjà, vous êtes vice-président du Sénat, c'est déjà pas mal. Je ne demande pas 73% des voix. Non, mais bien sûr, je pense que c'est fondamental et c'est le moment maintenant où les choses peuvent changer. Léon Desfontaines est quelqu'un de grande qualité qui a montré un visage nouveau de ce que peut être le communisme du XXIe siècle. Un communisme... Il a montré qu'on peut être communiste, on peut être européen ou communiste en 2024. Oui, tout à fait. C'est possible. Oui, tout à fait. Et puis laïque, républicain, et puis très attentif à ce qu'est la condition du peuple aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci Lou, merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt.